Alors bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de Point de bascule. C'est en fait l'édition du mercredi 26 septembre et vous vous souviendrez que la semaine dernière, je vous avais promis une surprise. En fait, j'ai tenu parole. Non seulement j'en ai une, mais j'en ai deux. Et je vous présente tout de suite mes invités qui auront l'occasion d'intervenir un peu plus tard. D'abord Pierre Gouin, qui est un ancien haut fonctionnaire au ministère des Finances et également ancien gestionnaire de portefeuille à la Caisse de dépôt, qui a vécu la période de 2005 à 2008 à la Caisse de dépôt, au cours de laquelle on a eu ces dysfonctionnements, on va appeler ça pudiquement, des dysfonctionnements, qui se sont soldés par des pertes assez catastrophiques à la Caisse, des pertes qui étaient infiniment supérieures à celles que les autres institutions comparables encaissaient au même moment, vu la conjoncture très difficile qu'on a connue, la crise financière qu'on a connue en 2008. Alors, et ensuite, je vous présente également Éric Lauzon. Éric Lauzon a pondu un article qu'on a mis en ligne sur Vigile, je pense, il n'y a même pas 48 heures, et qui frôle déjà les 90 000, s'il ne les a pas dépassés, les 90 000 lectures, ce qui est assez spectaculaire. Je vous avoue franchement qu'on n'a jamais vu ça. Il faut dire aussi qu'il s'intéresse à une question qui intéresse beaucoup de monde. Il s'intéresse à la question des paradis fiscaux, à l'évasion et à l'évitement fiscal. Il nous raconte comment, lorsqu'il était à l'emploi d'une grande banque genevoise, il a été à même de voir de quelle façon le transit des fonds s'effectuait et quels moyens étaient utilisés par qui, par certaines personnes dont on aura l'occasion de parler, notamment François Legault et la CAQ. Et bref, tout ce monde-là est dans ce bain-là, et c'est de ça qu'il va nous parler. Mais avant qu'on en arrive là, écoutez, on est en campagne électorale, et puis campagne électorale oblige, on est obligé de faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine. Mercredi dernier, c'était un jour avant le dernier débat du jeudi, et on a été à même de voir que le débat lui-même n'avait pas provoqué d'ondes de choc particulières, mais par contre que les interventions après débat en avaient beaucoup bousculé. Notamment cette intervention de Jean-François Lisée du Parti québécois, dans laquelle il s'en prenait à Québec solidaire. Et vous comprendrez qu'il l'a fait avec une telle férocité que depuis une semaine, on ne parle que de Québec solidaire, des gens qui sont en arrière de Québec solidaire, des soutiens marxistes, léninistes de Québec solidaire, et que, évidemment, c'est toutes des choses qui avaient été passées sous silence. Alors ça provoque un sérieux brasse-camarade depuis quelques jours. Et également, il y a d'autres événements qui surviennent, dont notamment aujourd'hui, cette affaire qui est relancée par la CAQ au sujet. En fait, c'était d'abord le Journal de Montréal, le bureau d'enquête de Québécois, qui a rappelé l'affaire des fiers, une affaire dans laquelle un fonctionnaire, très haut fonctionnaire, en fait, c'est le deuxième fonctionnaire au Conseil exécutif. Il faut savoir que le Conseil exécutif, c'est le ministère du premier ministre. Donc, c'est le numéro 2 au Conseil exécutif, Pietro Perino, qui avait été impliqué il y a quelques années dans l'affaire Luigi Coretti. On se souviendra là, qu'il y avait des ministres, et il y avait entre autres le ministre Jacques Dupuis, qui avait été obligé de démissionner suite à cette affaire-là. Alors, c'est pas rien. Et également, le Pietro Perino était impliqué avec un certain nombre d'autres libéraux dans les FIER, c'est-à-dire les fonds d'intervention économique régionale.
il y avait des magouilles, des passe-passe là, qui s'étaient produites. Magouilles, d'ailleurs, qui avaient été mises en relief à l'époque par François Legault, qui, à ce moment-là, était encore au Parti québécois et qui était critique du Parti québécois en matière financière. Alors, on voit là que d'un seul coup, à la veille de la fin de la campagne, les partis étant dans la position, dans la situation que nous révèle le dernier sondage, c'est-à-dire pour ce qui est de la CAQ et du Parti libéral, ils sont à égalité. Pour ce qui est du Parti québécois, il est encore largement en arrière. Il a réussi à gagner peut-être 1 point ou 2 sur toute la campagne, ce qui est loin d'être suffisant pour lui permettre d'accéder au pouvoir. Mais ce qui est surtout grave, c'est que les derniers sondages révélaient une forte remontée, en fait montée, parce qu'il n'y a jamais été question de remonter, parce qu'ils n'ont jamais monté aussi haut, de Québec solidaire, qui était gratifié d'un énorme et totalement injustifié 15 %. Et c'est sûr que les événements qui sont survenus au cours de la semaine ont dégonflé le ballon d'hélium de Québec solidaire et que le résultat final va se situer davantage aux alentours de 10 à 11 % s'ils sont bien chanceux, et probablement même que ça pourra se solder pour eux par un match nul. Donc, ça laisse apparaître l'hypothèse ou l'éventualité d'un gouvernement minoritaire, dans la mesure où la CAQ ne semble pas avoir réussi à dépasser largement le Parti libéral. Ils sont presque à égalité. Évidemment, quand on voit ces chiffres-là, 30 %, ça envoie un signal trompeur. Un signal trompeur parce que le 30 % des libéraux ne contient que 17 % du vote des francophones. Et alors que la proportion de vote des francophones de la CAQ est près du double. Or, en dehors de l'île de Montréal et de Laval, les libéraux ne sont pas très présents. Ce qui veut dire qu'on va assister à des grosses majorités libérales dans les comtés libéraux de Montréal et de Laval, mais ça ne sera pas suffisant pour leur donner les sièges nécessaires que le parti, que la CAQ, même avec une présence, avec des résultats moins spectaculaires, pourra obtenir à cause de sa force en région. Et évidemment, ça crée des situations difficiles pour le Parti québécois, qui va devoir compter sur un certain nombre de châteaux forts pour réussir à se faire élire. Alors, on s'en va vers un gouvernement fort probablement minoritaire. Il faut aussi se souvenir que la CAQ ne dispose pas d'une organisation très forte. Donc, son vote risque de s'affaiblir aussi parce qu'ils n'arriveront pas avec l'organisation à faire sortir leur vote. Et ça va également aussi influer sur les résultats. Alors, le scénario le plus vraisemblable au moment où on se parle, et sans doute que ça sera confirmé par un dernier sondage qui pourrait venir demain ou après-demain ou même samedi, quoiqu'il y a quand même une limite entre... 2 jours. 2 jours, hein? Entre la présentation, la possibilité de présenter les résultats d'un sondage et puis la tenue du scrutin. Donc, vraisemblablement, ça sera plus vendredi que samedi. Et donc, ce dernier sondage là, nous donnera l'heure assez juste, mais une heure qui demeurera relative à cause des facteurs que je viens de mentionner, là, sur la division du vote francophone et sur la faiblesse de l'organisation de la CAQ. Chose certaine, c'est que la volonté de changement dans la population est très, très forte à l'heure actuelle et que les libéraux là, sont carrément dans le collimateur. Les gens n'en veulent plus, c'est clair. Sauf, évidemment, les noyaux francophones de Montréal, pas francophones, mais anglophones de Montréal et de Laval. Alors, ça laisse finalement ouvert la possibilité d'une alliance entre celui des deux partis, le Québec solidaire ou le Parti québécois,
puis c'est une alliance très théorique, pour renverser ou en tout cas pour former un gouvernement ou pour s'allier, pour s'entendre sur un certain nombre de votes, et ça semble être le scénario que privilégierait Jean-François Lisée. Mais sauf que lui est dans une position précaire, il n'est même pas certain d'être élu dans son comté de Rosemont. Québec solidaire met toute la sauce pour tenter de l'abattre, et donc on est dans une situation... Je peux ajouter, pour les libéraux, il faut considérer qu'il y a beaucoup de gens de la communauté anglophone qui ont été affectés par l'austérité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y en a beaucoup qui ont migré vers le Québec solidaire. Oui, peut-être, mais il y a des gens avec l'élection du dernier, pendant les politiques d'austérité, ils l'ont eu amer, là. Oui, tout à fait. Alors, c'est le portrait tel qu'il se profile à la veille de cette élection. Bon, on va en rester là pour ce qui est de la campagne électorale, sauf peut-être pour rappeler à quel point, finalement, Québec solidaire là, s'est fait ramasser cette semaine, durement, mais extrêmement durement, et encore aujourd'hui par Gilles Duceppe, qui lui-même est issu de ces milieux marxistes-léninistes là, du temps de sa jeunesse. De sa jeunesse. Oui, et qui a vraiment, passez-moi l'expression, fessé dans le tas. Il n'a pas dit beaucoup de bien de Manon Massé. En s'en prenant, entre autres, en particulier, à son niveau de langage, qu'il considère absolument pitoyable et tout à fait indigne d'un chef de parti, en français comme en anglais. Bon. Donc, regardez bien ce qui s'en vient dans les jours qui viennent. Là, il risque d'y avoir encore des coups fourrés, parce que chacun va vouloir tirer, et en particulier les libéraux, il faut savoir qu'ils ne renoncent pas au pouvoir facilement. Donc, ils vont faire n'importe quoi pour le conserver. Je me souviens, en bon québécois, je me souviens, ça me dit quelque chose, de l'élection de 1970 où on anticipait une percée importante du Parti québécois, et à la dernière minute, il y avait eu ce fameux coup de la Brinks. Ah. Des valeurs qui avaient été transportées. Alors là, ça allait à la presse, évidemment, avait joué ça gros, en disant c'est effrayant, les investissements vont quitter le Québec. Et puis, on nous présentait justement un faux transfert, parce que par la suite, on a fait la preuve que c'était même pas un vrai transfert, c'était un faux transfert, simplement pour obtenir des photos ou pour utiliser dans les médias. Donc, pure manipulation de l'électorat, et il faut s'attendre à ce que, dans un contexte aussi incertain, aussi fluide que celui dans lequel on se trouve, il arrive encore la même chose. Alors, pour ce qui est du Québec, on va en rester là. Je vous signale aussi qu'aujourd'hui, il y a encore eu des développements dans le dossier de l'ALENA. Et là, dans une conférence de presse tenue en fin d'après-midi, M. Trump a dit carrément qu'il avait refusé de rencontrer M. Trudeau parce qu'il considérait que les positions étaient trop éloignées et que lui était prêt à procéder sans le Canada avec le Mexique dans un accord de libre-échange. Ce qui a été nié par le bureau du premier ministre, qu'il n'y a eu aucune demande à ce qui semble... Oui, mais bon, on comprend que Trudeau, là-dedans, il est dans l'eau bouillante. Hein? Oui. OK? Et surtout qu'il est sous pression énorme de l'Ontario de consentir les allègements que les États-Unis exigent pour sauver les accords de l'automobile. Hein? Et rescaper le peu qui reste du secteur manufacturier ontarien, qui a été décimé, mais littéralement décimé, d'abord par la décision de l'ancien ministre des Finances, Paul Martin, d'assainir les finances publiques. Ça paraît étrange, mais c'est ça, parce que ça a eu des effets immédiats sur le dollar. Et on est passé en l'espace de très peu de temps, 2 ans, d'un dollar à 64 cents à un dollar à 80 cents, et même à un moment donné à 1 dollar et même $1,03 par rapport au dollar américain, ce qui a nui énormément au secteur manufacturier. Et le coup de barre est venu en 2008, au moment de la crise financière. Et là, ça a été l'effondrement complet. GM aux États-Unis a fait faillite, Chrysler a fait faillite. Ça a été rescapé de peine et de misère. Et puis, ça vacille encore.
Alors, en 85, le secteur manufacturier représentait 35% du PIB du Canada et le secteur financier 12%. Et aujourd'hui, on est dans la proportion inverse. Ça vous indique à quel point le secteur manufacturier ontarien a fondu. Et c'était la vache à lait du Canada. Alors, voilà la situation. Bon, on en vient maintenant à nos deux invités. Je vous ai d'abord parlé de Pierre Gouin. Et Pierre Gouin, il faut dire que nous, on est en contact depuis déjà quelques années, depuis 3 ans. Il nous a raconté à l'équipe éditoriale de Vigile ce qui s'était passé. Il était encore à ce moment-là extrêmement traumatisé par les événements qu'il avait vécus et on comprend à juste titre qu'il l'ait été. Cette année, il se sent plus fort et il est prêt à nous en parler. Alors Pierre, racontez-nous un petit peu ce que vous avez vécu. Merci. Donc je suis arrivé à la Caisse de dépôt à la fin de 2004. J'arrivais du ministère des Finances. J'ai travaillé une quinzaine d'années en gestion de portefeuille. Donc on avait développé un modèle d'optimisation de portefeuille, puis on l'appliquait à la gestion de la dette. Et, c'est au ministère des Finances. Au ministère des Finances, c'est moi qui avais développé le modèle. Et donc on l'utilisait et ça fonctionnait bien. C'est basé sur des prévisions de taux de change, taux d'intérêt pour un grand nombre de pays. Donc, mon patron, vers 2002, est allé à la Caisse de dépôt. Et son idée, c'était de faire l'investissement semblable avec notre modèle. Alors, il m'avait dit, si j'ai des autorisations, je monte une équipe et je t'appelle. Donc, en 2004, j'ai eu l'appel, je suis venu à la Caisse de dépôt. Et on a ajusté nos modèles, on a ajouté des actions, des produits de base. Et on a monté des portefeuilles et assez rapidement, dans 2-3 ans, on gérait 10 milliards de dollars. Donc, on avait des placements de 10 milliards, long cours, donc on n'avait pas besoin de cash pratiquement. Alors, Pierre, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionnait à la Caisse, là. Vous avez un portefeuille, puis en même temps, vous étiez membre, si j'ai bien compris, du comité de répartition des actifs de la Caisse. Et ce comité-là, c'est un comité important. Oui, donc il y avait 2 volets. Nous, on avait développé nos portefeuilles, un total de 10 milliards. Et dans les premiers temps, j'ai vu tout de suite qu'il y a quelque chose qui fonctionnait. Qui clochait, parce que pour faire ça comme il faut, pour avoir des chances de faire du rendement, il faut au moins un système de prévision qui est cohérent, parce qu'on joue des actions contre des obligations, différents produits. Alors, il faut que tous les risques et tous les rendements soient évalués avec un système, avec le même système. Et c'est ce qu'on faisait aux finances, et c'est la bonne façon de faire. Mais tout de suite, j'ai compris que mon patron, il ne voulait pas faire ça comme ça, j'ai jamais su pourquoi. Et on a fonctionné, on a monté les systèmes, et pour moi, ça ne peut pas... j'accepterais jamais ça. Donc, j'ai discuté avec mon patron pendant au moins 1 année. Finalement, j'ai été voir Richard Gay, qui était devenu notre patron, mon supérieur hiérarchique. Oui. Et Richard Gay, qui est devenu par la suite... Après le départ d'Henri-Paul Rousseau, qui est devenu le président de la Caisse de dépôt. Oui, et qui restait chef de la direction des placements, donc qui est resté notre patron. Alors, au début 2007... Et c'est avec lui que vous siégiez au comité de répartition de l'actif. Donc, je vais y revenir parce que c'est plutôt en 2008 que ça a joué, ça. D'accord. Du côté de répartition de l'actif. Donc, en début 2007, j'ai été voir Richard Gay, j'ai dit ça n'a pas d'allure. Et surtout que quand on a présenté nos stratégies, nos méthodes aux autorités de la Caisse et aux déposants, on présentait la bonne façon de faire. On a un système de prévision cohérent et on présentait ça, c'était tout beau. Mais moi, je savais que c'est pas ça qu'on faisait. Donc, j'étais voir Richard Gay, j'ai dit, ça n'a pas d'allure. Là, Puis on avait commencé on avait ajusté nos portefeuilles aussi, nos modèles, pour alimenter Richard Gay, pour faire des recommandations pour sa répartition à lui, qui était, à chaque mois, il répartissait en grandes catégories, actions, obligations. Donc, on avait développé un volet pour lui à chaque mois, il faisait des recommandations. Donc, et tout ça, c'était basé sur un système qui n'était pas bon. Ça ne tenait pas debout. Alors, il n'a pas aimé ça, ça le dérangeait, mais il dit, bon, je vais voir ce que je peux faire. Ce qu'il a fait, c'est qu'il était allé dire à mon patron, « Hey, j'ai pas envie qu'il vienne me compter ça, d'arranger ça entre vous. » Mon patron n'a pas aimé ça, que j'ai été voir Richard Gay. Et c'est resté comme ça, mais au milieu de 2007, les marchés ont commencé à être instables. C'était plus difficile de s'entendre sur des prévisions.
Et en plus, mon patron, quand il n'aimait pas un résultat, il changeait des choses d'une façon discrétionnaire et c'était pas dans notre politique de placement. Nous, on avait un modèle, un portefeuille qui était rigoureux. Oui, il n'y avait pas de discrétionnaire, on appliquait les résultats. Théoriquement, c'était ça. On jouait un peu du côté des prévisions, là, il y a du jugement, mais une fois les prévisions faites, c'était supposé être... Il fallait s'en tenir à ça. Alors, j'ai dit ça à Richard Gay, il dit « Ouais, j'ai pas trop de temps, je suis pris dans le problème du papier commercial. Ouais. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. » Alors, j'ai compris qu'il avait reparlé à mon patron parce qu'il était vraiment enragé. Il m'a coupé des commissions, des bonus suite à ça. Oui. Mais il n'y a rien qui a changé. Et c'est là que vous avez pris la décision d'aller voir le vérificateur interne. Oui, j'aurais peut-être pas pensé tout ça, mais la vérification interne, ils ont demandé de nous rencontrer probablement à l'automne, fin 2007. Comme ils rencontrent tous les groupes d'investissement pour vérifier leur méthode, comment ils font. Alors, on l'a présenté, on a eu quelques rencontres, puis souvent, c'est moi qui présentais là, nos modèles. Et ça a fini, puis là, j'ai été les voir, le responsable de la vérification interne, celui qui s'était occupé de nous, pour lui dire c'est bien beau tout ce qu'on a présenté, là, j'ai vu que tu aimais ça, mais ce qu'on fait, c'est pas ça du tout. Là. Aïe aïe. On ne respecte pas notre politique, on ne respecte pas ce qu'on présente, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, il était un peu choqué, puis il m'a dit je vais en parler à mon patron demain, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, je m'attendais d'être convoqué, peut-être avec mon patron, pour dire qu'est-ce que c'est, il y a un problème, on ne peut pas tolérer ça, la vérification interne, c'est ce qu'ils font pour contrôler. Oui. Mais ce qui est arrivé le lendemain, c'est que le bureau du personnel m'a appelé. Puis on dit le vice-président de la vérification interne est enragé. OK. Oui. Donc, ils m'ont dit le vice-président est enragé, il cherche Richard Gay, il veut régler ça. Et ça finit comme ça. Je n'ai pas entendu parler, mais j'ai vu que tout le monde était enragé contre moi. Oui. Et je m'attendais à perdre ma job éventuellement à cause de ça. Ce qui est survenu après. Oui, s'il y a un délai, là, mais ça c'est pas acceptable que la vérification interne m'a envoyé promener comme ça sur un problème sérieux. Et ça serait incompréhensible. Pourquoi pas faire son travail puis nous réunir? Moi, je pense qu'il a un peu paniqué parce qu'en 2007, c'était pas encore connu, mais à la Caisse, les gens étaient déjà très nerveux. Ils savaient que si on allait à la catastrophe, qu'ils n'auraient pas dû investir. OK, là, je vais vous interrompre et puis rappeler le contexte politique de l'époque. Oui, allez. OK. En 2007, quand ça va mal à la Caisse, François Legault, qui est à ce moment-là encore critique du PQ en matière de finances, s'adresse à la ministre des Finances pour dire, écoutez, on a de l'information de l'intérieur de la Caisse à l'effet que ça ne va pas bien du tout et qu'il y a des problèmes. On serait prêt à vous donner un coup de main d'une crise de liquidité. On serait prêt à vous donner un coup de main pour régler ce problème-là. Et c'est aux alentours, si ma mémoire est fidèle, du mois d'octobre ou de novembre de 2007. Et on se souviendra que en décembre 2007, il y avait eu des élections. Donc, on était en pleine période préélectorale et que le Parti libéral, n'était pas du tout intéressé à ce que cette question de la Caisse soit soulevée publiquement. Il y avait une raison à ça. La raison, c'était que le mandat de la Caisse avait été modifié en 2002, après l'arrivée de Jean Charest, ou 2003, après l'arrivée de Jean Charest, et qu'on avait changé le mandat de la Caisse pour en faire finalement ce que Jacques Parizeau avait décrit tout simplement comme un fonds de couverture, c'est-à-dire un fonds spéculatif. Autrement dit, on avait décidé de privilégier les rendements au détriment de la sécurité. Et effectivement, pendant quelques années, sous la présidence d'Henri-Paul Rousseau, la Caisse a connu des rendements assez élevés. Sauf que il y a eu des risques de prix. Vous avez rappelé l'affaire des papiers commerciaux. Il faut comprendre que la Caisse de dépôt a eu toute une responsabilité dans l'affaire du papier commercial, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Henri-Paul Rousseau a été celui qui a été appelé à régler cette crise-là des papiers commerciaux. Les gens qui ignoraient ce qui se passe là ne comprenaient pas que ce soit un Québécois, même si la Caisse était une institution financière puissante, qui soit appelé à régler ce problème-là.
Et donc, la Caisse avait effectivement contourné certaines de ses propres règles en investissant dans un fonds qui s'appelait le Coventry, qui était un fonds ontarien, qui avait été formé par 2 avocats d'un cabinet qui, comme par hasard, était le cabinet où œuvrait le volet ontarien du cabinet dans lequel œuvrait Lucien Bouchard. Hein? Bon. Et Lucien Bouchard était lui-même l'avocat de la Caisse dans cette affaire-là. Alors, vous comprendrez qu'on était dans l'inceste total sur le plan politique, OK? Et il n'était surtout pas question de reconnaître la gravité de cette situation-là pendant la campagne électorale parce que ça aurait coûté sa réélection à Jean Charest. Alors, le gouvernement a littéralement failli à sa responsabilité, n'a pas donné suite aux demandes de François Legault, qui à ce moment-là était du bon bord. OK? Et il a plutôt choisi de faire une espèce de camouflage de la situation pour permettre la réélection du gouvernement Charest. Un camouflage qui a coûté 2 milliards de dollars. Vous vous rendez compte, là? C'est 2 milliards de dollars de l'épargne des Québécois qui ont été engloutis dans la réélection de Jean Charest. Posez-vous la question, est-ce que ça vaut ça? Hein? Évidemment, non. OK? Et donc, à la fin 2008, à la fin 2007, l'année se termine, le gouvernement Charest est réélu, et là, on tombe en 2008, et là, évidemment, comme pour employer l'expression des anglo-saxons, « the shit hits the fan ». OK? Et la situation est énorme, et on apprend là que d'abord, Henri-Paul Rousseau est parti, et on apprend que là, ça va pas bien du tout, on a nommé Richard Gay, mais que ça va pas bien du tout, et que là, il va falloir révéler des pertes. Et les pertes sont colossales. On parle de pertes de 40 milliards de dollars, sur lesquelles il y en a environ 10 qui sont directement attribuables à des fautes commises par la gestion de la Caisse de dépôt. Et ça, c'est ça qui est... Alors, l'affaire Coventry, entre autres, c'est intéressant de regarder ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont émis des fonds, du papier commercial adossé à des actifs, les fameux PCAA, dont les gens se souviendront peut-être. Et ces fonds-là, il fallait qu'ils puissent être acceptés dans le portefeuille de la Caisse et acceptés dans le portefeuille des investisseurs. Alors, il fallait obtenir une évaluation du crédit de ce papier commercial-là. Moody's avait refusé de l'accorder en disant c'est un trou noir, on ne veut pas toucher à ça. Standard & Poor's avait fait exactement la même chose. Il y avait juste une agence de notation qui s'appelle DBRS, c'est anciennement Dominion Bond Rating Service, qui avait accepté de faire la cotation et avait accordé la cote 3A. Bien, quand vous accordez la cote 3A à un titre, ça veut dire que toutes les institutions financières qui font du placement pour le compte qui ont des responsabilités fiduciaires peuvent acheter ces titres-là et les placer dans leur portefeuille. Parmi les principaux bénéficiaires de cette manœuvre-là, il y avait toutes les entreprises de la société financière Power. Hein? Et comme par hasard, quand Henri-Paul Rousseau quitte la Caisse de dépôt, il s'en va où? Il s'en va chez Power Corporation. Merci. Et voilà comment, monsieur, votre fille est muette. Bon. Alors, on revient à vous, Pierre. Oui. Et puis, expliquez-nous ce qui s'est passé vers la fin. Oui, bien, pour finir avec la vérification interne, il n'y avait pas de raison de faire une grosse histoire avec ce que j'amenais. Il aurait pu traiter ça normalement, mais je pense que c'est au moment où il réalisait qu'il aurait dû bloquer les achats de papiers commerciaux.
même si une agence avait accepté, 2 autres avaient refusé. Et c'est les 2 principales qui avaient refusé. Oui, c'est jamais une excuse de dire qu'il y a des agences qui le permettent. La Caisse, dans ses règles, n'aurait pas dû accepter ça. Et c'est la vérification interne qui est le dernier rempart. C'est même allé pire que ça. Parce que la Caisse avait pris une participation dans le capital de Coventry. Donc, elle se trouvait dans une situation totale de conflit d'intérêts à vendre à la fois des titres et à en acheter. C'est invraisemblable. La vérification interne de BPI était en panique à ce moment-là, quand je suis arrivé avec mes histoires. Oui, bien sûr qu'ils avaient peur de vous, là. Donc, je n'ai pas été congédié tout de suite. Je suis resté à la Caisse. Quelques mois. Alors, François Legault est toujours, au début de l'année 2008, est toujours comment dirais-je, critique en matière de finances. Et à un moment donné, il annonce son départ. Et là, on apprend qu'entre-temps, il y a une commission parlementaire qui va avoir lieu sur la situation à la Caisse de dépôt. Alors, François Legault rattrape sa démission et dit « Je vais rester jusqu'à la fin de la commission parlementaire ». François Legault, il faut savoir que celui qui l'a emmené en politique, c'est Lucien Bouchard. Il faut savoir aussi que c'est Lucien Bouchard, et ça, on trouve ça dans un article du Globe and Mail signé par Konrad Jakabowski, qui avait auparavant été journaliste au Devoir. C'est lui qui a convaincu François Legault de quitter le PQ et de former un nouveau parti dont il serait le chef et qui serait fédéraliste. Ça, c'est Lucien Bouchard. C'est notre Lulu national, ça. Alors, admirez l'élégance du geste. OK? Et François Legault reste donc pour la commission parlementaire, mais il est le seul à avoir les dossiers au PQ. Et il reste étrangement muet pendant la commission parlementaire. Il ne pose pas les questions qui auraient dû être posées. Il ne demande pas qu'on convoque les témoins qui auraient pu témoigner. Et si ça avait été le cas, vous auriez pu être un de ces témoins-là. Vous vous rendez compte, là, de ce qui s'est passé, là? On a trouvé le moyen, c'est une immense opération de camouflage à laquelle François Legault s'est prêté et dont il a été complice. Voilà. Et le camouflage a été plus loin. Vous me demandiez en 2008, le comité de répartition d'actifs. Donc, je continuais à siéger sur le comité parce qu'on faisait des recommandations à Richard Gay. Et Richard Gay présidait le comité, donc il écoutait tous les vice-présidents à chaque mois et les autres spécialistes qui étaient autour de la table. Et finalement, il disait, ce mois-ci, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est lui qui décidait, il n'y avait pas de vote. C'est lui qui dirigeait le comité. Mais vers la fin de 2008, si je me rappelle bien, on a annoncé qu'il était épuisé avec le papier commercial, qu'il avait besoin de repos, qu'il allait être absent 3 ou 4 semaines. Donc, il est parti, mais avant la fin de son congé, on a annoncé qu'il serait plus qu'il perdait ses responsabilités, qu'on le remplaçait par Fernand Perrault, qui était un spécialiste d'immobilier, donc vice-président de l'immobilier. Qui n'avait aucune idée, là, qui était complètement en dehors de son... Et Richard Gay devenait conseiller spécial, donc ce que tout le monde comprenait, c'est qu'il était un peu tabletté, donc on lui demanderait son avis de temps en temps. Puis ensuite, on a invoqué qu'il était malade, on lui a donné un billet de médecin, puis on s'est assuré qu'il se ferme la gueule. Oui, en apparence, mais quand il y a eu le prochain, je pense que c'était décembre, le comité de répartition d'actifs qui se tient plus vers le 20 parce que à cause des fêtes, je suis arrivé là, puis Richard Gay était là. Alors j'étais un peu surpris de le voir là, mais plus surpris ensuite parce que Fernand Perrault, il s'est présenté, il nous a dit bonjour tout le monde, et il a dit je vais donner la parole à Richard Gay. Et la réunion s'est passée comme toutes les autres avant. Richard Gay présidait, puis il décidait à la fin. Ça, c'était fin 2008. Et c'est là que se sont prises de très mauvaises décisions aussi, hein? Oui. Il s'est perdu un autre 2 milliards, là. Oui. Moi, j'ai argumenté un peu, et tout le monde a vu que c'était lui le boss, là, on n'argumentait pas, c'est lui qui décidait. Et ça a continué, ça, jusqu'à fin avril 2009, où toutes les réunions se passaient pareil. Puis ce qui était discuté, c'est le pourcentage d'actions dans le portefeuille. À cause des ventes, le portefeuille d'actions était en bas de ses limites, les limites qui sont supposées être respectées, c'est la politique de placement. On était bien en dessous. Et vous étiez sous-investi en actions et surinvesti en obligations. Et, oui, tout le reste, mais en actions,
Et ça devait être corrigé. Puis on avait des liquidités. Nous, on disait, bon, faisons 1 milliard par mois, puis on va se rattraper de la cible. Mais Richard Gay, lui, il disait, non, les actions, le prix va tomber. Et on va racheter des actions quand le prix sera tombé. Il y avait un prévisionniste à lui qui écoutait Roubini, puis qui disait, c'est ça, les actions-là. Alors, tout le monde achetait des actions, le marché remontait. Et la Caisse, jusqu'à mi-2009, ils n'ont pas racheté. Ils ont acheté quand ça a été cher. Là, ça nous a fait perdre par rapport aux autres investisseurs quelques milliards encore, 2, 3, je ne sais pas, là, je n'ai pas évalué. Mon Dieu. Mais ça, on peut dire, c'est une mauvaise évaluation, une mauvaise décision de placement. Oui, mais écoutez, le pire... c'est facile de dire ça, mais ça représente des pertes énormes pour les fonds de pension des Québécois. Mais le pire, c'est le mensonge dans tout ça. Dire Richard Gay n'existe plus à la Caisse, c'est un conseiller, mais c'est lui qui décidait tout. Pourquoi l'avoir caché? Bien, une bonne raison, c'est que ça n'avait pas d'allure de le laisser là. Il était responsable de tout ce qui avait été perdu. C'est un gars qui voulait se racheter. C'est sûr qu'il voulait que le prix des actions baisse, parce que là, il aurait pu faire un coup et dire, regardez, je me suis rattrapé. C'est pas pire, mon affaire. Mais c'est comme le gars qui a trop perdu au casino. À un moment donné, tu lui dis, ça ne marche plus, tu te rattraperas pas. Vous vous rendez compte, là, vous êtes en train de parler de casino, ben oui, alors qu'on n'est pas du tout dans un casino. Là. On est dans des fonds de pension qui doivent agir de la façon la plus conservatrice possible. Mais on l'a gardé là. On ne l'a pas dit parce que c'était pas disable. Ça vient être arrivé au début de 2009, si je ne me trompe pas. Et il continuait à dire, quand il y avait une question, non, Richard Gay ne s'occupe plus de rien, c'est un conseiller. Donc, ils ont menti. Bien, ils ont menti carrément, là, c'est sûr. Moi, je voyais Richard Gay devant moi, je disais, voyons, je vais aller réécouter les nouvelles, il me semble qu'il n'est plus là. Mais pendant 5-6 mois, ça a duré comme ça. Alors, et ça aussi, on peut se demander pourquoi prendre des chances, pourquoi faire quelque chose aussi croche. Est-ce qu'il y a une grande fraude en arrière de ça? L'argent que la Caisse a perdu, est-ce que ça l'a sauvé à quelqu'un d'autre? Il y a quelques années, j'ai écrit un livre qui s'intitule Charles Sirois, l'homme derrière François Legault. Et c'est un ouvrage qui a été publié aux éditions Michel Brûlé en 2013 ou 2014, si ma mémoire est fidèle. Et qui déjà là, expliquait de quelle façon François Legault s'était compromis. Et l'année d'après, j'ai écrit un autre livre qui s'appelait Henri-Paul Rousseau, Le siphonneur de la Caisse de dépôt. Et puis, je raconte, là, mais vraiment tout ça. Évidemment, il y avait des éléments qui me manquaient au moment que j'ai écrit ce livre, et vous nous les fournissez ce soir. C'est assez, pour moi, là, c'est assez incroyable comme témoignage. Et ce qui est remarquable, c'est que vous nous le faites comme ça, et les médias sont pas du tout, les médias n'ont pas du tout manifesté le moindre intérêt pour couvrir ça. Alors, il faut s'interroger là sur l'approche, la façon dont les médias comprennent leur rôle, et en fait le rôle réel qu'ils jouent. On dirait qu'ils sont complices du système. OK? Et ça, c'est plutôt inquiétant, c'est même très inquiétant, parce que, en principe, dans une société bien organisée, les médias doivent jouer le rôle de chien de garde. Ben, allô, chien de garde, là, je veux dire, il s'est fait endormir avec une boulette empoisonnée ou je ne sais pas quoi, là, mais toujours est-il qu'il n'a pas joué son rôle. Moi, j'ai toujours trouvé ça très grave, même si l'affaire de vérificateur interne, où c'est juste des principes, mais que ça n'a pas été respecté. Oui. Et le mensonge sur la place publique. Bien, oui, bien sûr. Pour moi, c'est très grave, mais avec les années, j'en parle avec des gens, puis on dirait qu'il y a juste moi qui trouve ça grave. Je suis content de... Non. Mais écoutez, c'est fondamental. Et puis, lorsqu'on... Vous savez, il y a des choses de base, comme par exemple... Le principe de la responsabilité fiduciaire. Quand vous êtes fiduciaire en droit, ça veut dire que vous êtes le gardien des biens de quelqu'un d'autre. OK? Et ça vous oblige, ça vous astreint à un comportement extrêmement rigoureux et minutieux pour conserver le patrimoine qui vous est confié, que vous avez entre les mains. Et c'est là qu'on voit que comment dirais-je, ces règles-là ont été violées et battues en brèche. Et franchement, c'est épouvantable. Je veux dire, c'est le fondement même du fonctionnement du principe des fonds.
de pension dont on s'est littéralement moqué. Alors, c'est vraiment inquiétant. Et merci de votre témoignage, Pierre. Et on va passer maintenant au témoignage de notre ami Éric Lauzon. Bonjour. Bonjour, Éric. Ça va bien? Oui. Il semble qu'on a un peu de succès oui. avec notre Oui, je suis bien content de voir ça. Je vous avoue franchement que quand vous m'avez soumis votre affaire, j'ai tout de suite senti qu'on était sur quelque chose d'important, mais je ne me doutais pas que ma réaction serait partagée aussi vivement par nos lecteurs, d'abord ceux de Vigile. Quand vous dites que vous êtes rendu à 90 000 lectures et probablement même plus au moment où on se parle, on est sans doute en route vers 100 000 et on va sans doute franchir les 100 000 avant minuit, alors que c'est un article qu'on a mis en ligne il y a à peine 48 heures. C'est assez phénoménal. Et alors, évidemment, vous abordez la question des paradis fiscaux et du rôle des banques genevoises et vous mentionnez également des intervenants québécois dans ce dossier-là. Dans le fond, pour me présenter brièvement, moi j'ai une formation de politologue, relations internationales. Je me suis ramassé à Genève dans les ONG puis dans les organisations internationales pour finalement être recruté par une banque privée qui s'appelait Ferrier-Lulin. Et dans le cadre de mon travail, j'ai découvert à cette époque-là que une des plus importantes banques de Genève était partenaire dans un fonds de placement avec Charles Sirois, le fonds Infologie. Et c'était la banque Lombard-Odier. Lombard-Odier Darrier-Hensch, parce que Lombard-Odier venait de fusionner avec Darrier-Hensch. Alors, parmi les actionnaires de Lombard-Odier, on retrouve qui? Patrick Audier, qui est quelqu'un qui semble avoir beaucoup de liens avec le Québec, parce qu'il est venu faire des études universitaires pendant une certaine période. Et c'est quelqu'un. Il y a des liens avec Charles Sirois. Avec Charles Sirois, André Desmarais. Voilà. Qui l'ont rencontré durant un sommet de Davos. Oui. Et pour bien connaître le milieu bancaire suisse, la gestion de fortune, c'est un milieu très hermétique. Donc, n'entre pas dans ce milieu-là qui veut. Alors, quand j'ai vu que Charles Sirois était partenaire avec pas n'importe laquelle, Lombard-Odier Darrier-Hensch, je me suis dit, il est vraiment bien placé sur la place financière, lui. Surtout que, en plus, Patrick Audier était pendant plusieurs années président de l'Association des banquiers suisses. Il représentait les banques suisses à l'étranger. Donc, c'est resté comme ça. Moi, je suis revenu au Québec, puis la banque pour laquelle que je travaillais, qui s'appelait Ferrier-Lulin, a été pris dans un petit scandale ici parce qu'ils ont engagé un Québécois à Nassau qui a tenté qui a été pris blanchir de l'argent, que je connaissais pas d'ailleurs. Pour les Hells Angels, si ma mémoire est c'est Martin Tremblay. Oui, il est arrivé 6 mois après que j'ai quitté la banque. Mais avec le temps, moi, j'ai commencé à prendre conscience au niveau international, au niveau des finances publiques, que ces banques-là, c'est vraiment une catastrophe au niveau de l'argent qui est pompé sur les finances publiques. Je reviens de Suisse, je lis Alain Deneau qui raconte que l'OCDE dit que c'est 1$ sur 2 du stock monétaire mondial qui transite chaque année par les paradis fiscaux. Les nouvelles nous annoncent des coupures partout. Là, j'ai commencé vraiment à m'indigner. Puis, de fil en aiguille, j'ai découvert qu'il y avait pas mal de gens qui entouraient la CAQ, qui faisaient partie de ces professionnels-là qui... C'est un réseau. C'est un réseau qui permet de faire de l'évitement fiscal, qui est légalisé, mais c'est un réseau, les gens... Attention, c'est de l'évitement fiscal qui est aux confins de l'illégalité. C'est important de le dire. Exactement. On est sur la marge, quand on ne tombe pas dans l'évasion. Il faut rappeler à nos auditeurs là, que en droit, l'évitement fiscal, c'est permis. Quand vous faites placer de l'argent dans un CELI,
ou quand vous placez dans un fonds de pension, dans un REER, c'est de l'évitement fiscal. Et ça, c'est légal. Mais il y a quand vous allez plus loin, ça devient de l'évasion fiscale, et l'évasion fiscale est un acte criminel. Oui, mais on en vient aussi on en vient au livre d'Alain Deneau sur l'histoire du Canada dans la création des paradis fiscaux. Notamment au Barbade. Oui, ce qu'on découvre, c'est qu'avec notre système politique, avec le financement des campagnes électorales, on amène des gens en politique qui sont qui ont des liens avec la finance, la grande entreprise, et qu'avec les années, au Canada, on a passé des lois, on a passé des conventions fiscales, on a légalisé des choses qui ne l'étaient pas il y a 40 ans et tout ça. Donc, on se retrouve dans quelque chose qui est tout à fait légal, mais qui fait perdre au Canada des dizaines de milliards par année. Et au Québec aussi. Au Québec aussi. Donc, de fil en aiguille, j'ai découvert en fait que le bureau d'avocats BCF, qui appartient à monsieur l'ancien patron président de la DQ puis de la campagne de financement de la CAQ, avait une filiale à la Barbade, oui. où c'était des avocats spécialisés en fiscalité qui aidaient des clients québécois à faire affaire à la Barbade pour des raisons fiscales, de droit et tout ça. J'ai découvert ça vers 2012, parce que vers 2012, avec Alain Deneau, on a fondé le Réseau pour une justice fiscale. Puis à ce moment-là, je dis la CAQ, ça commence à être pas mal lié à cette industrie-là. Là. Et, en creusant, vous avez fait En creusant, j'ai creusé encore plus, puis finalement, j'ai découvert que LODH, qui est la deuxième plus importante banque sur la place financière genevoise, a ouvert son premier bureau. C'est la première banque suisse à avoir ouvert une filiale à l'étranger en 1951, et c'est à Montréal. Alors, pourquoi Montréal? Marché cible. Alors, Lombard-Odier Canada, ils sont ici depuis 1951. Et la banque la plus importante à Genève, c'est Pictet. Eux aussi ont choisi Montréal quand ils ont ouvert en 1974. C'est ça. Et donc ici, à Montréal, il y a plusieurs employés, une centaine d'employés, je pense, chez Lombard-Odier, qui viennent chercher de la clientèle québécoise pour les aider à faire de l'évitement fiscal, puis faire des montages, gestion de patrimoine et tout ça. Et ce que je découvre, ça, c'est ces dernières semaines, c'est que France Desmarais-Chrétien a siégé pratiquement pendant 20 ans avec Patrick Audier sur le conseil d'administration. De Lombard-Odier. Oui. Alors là, on a du gros, là. Je veux dire, c'est toute la famille Desmarais liée avec l'ancien premier ministre, qui travaille dans l'industrie qui fait que le pays perd au niveau fiscal des milliards. Des milliards, qui fait qu'on coupe dans les hôpitaux, les infrastructures sont mal entretenues. Donc c'est ça, là, au niveau... Parce qu'il faut comprendre que tout cet argent qui disparaît, là, il échappe aux recettes fiscales des gouvernements. Ouais, puis... Et c'est ce qui explique une partie des mesures d'austérité qu'on nous impose. Oui, puis c'est pas... on nous prétend toujours la théorie du ruissellement au niveau économique, il faut laisser les gens s'enrichir, que ça a des retombées économiques, mais il faut savoir que l'argent qui part dans les paradis fiscaux... Que les Américains appellent le trickling down. Ouais, c'est de l'argent spéculatif à 50%. Et c'est pas réinvesti pour créer de l'emploi, c'est de l'argent qui circule... c'est du spéculatif, notamment dans les hedge funds. Les hedge funds qui sont responsables de plusieurs crises boursières. Vous, Pierre, qui avez été au ministère des Finances, avez-vous des commentaires à faire là-dessus? Ben, je me disais, heureusement qu'on peut manger à 75 $ par mois. L'argent, ça va ailleurs, mais on peut toujours s'arranger. Ben, au ministère des Finances, bon, je n'étais pas du côté budgétaire, donc
je sais que ça coûte très cher, l'argent que ça va des paradis fiscaux, mais j'avais fait, après avoir quitté la caisse de dépôt, même j'avais fait une étude avec un institut de recherche sur la fiscalité, puis l'intuition, c'est que depuis 2000, à peu près, que les gens paient moins d'impôts. Mais quand tu regardes les tables d'impôts, c'est pas si évident. Au fédéral, ils ont baissé les taux d'imposition, et un peu moins au Québec. Ils se rattrapent un peu du côté des tarifs. Donc, j'avais été voir les ratios sur le PIB, donc sur le total des revenus au Canada et par province. Qu'est-ce que c'est le taux qui va en impôts, en taxes, toutes les formes de taxes de vente et d'impôts? D'accord. Et le ratio, là, depuis 2000, était passé, je ne me souviens pas des chiffres, mais un bon 3 là, de 30 à 27. Donc, ça ne s'explique pas par les tables d'impôts, c'est l'évasion, l'effet de fuite. Toutes les règles, les fiducies, les corporations, des professionnels, tout ça fait qu'ils rentrent moins d'argent, mais ça représente des dizaines de milliards là, qui tu ne vois pas dans les tables d'impôts. Les taux, c'est pas beaucoup. Les estimations par les gouvernements puis par les milieux d'affaires, c'est toujours de sous-estimer quelques centaines de millions, mais moi, j'ai d'autres chiffres depuis que je milite au Québec concernant les paradis fiscaux. J'avais assisté en 2012 à une conférence où le directeur de la chaire en criminalité financière de l'Université de Sherbrooke, M. Messaoud, nous avait présenté un tableau pays par pays où lui indiquait que c'était pour le Québec, pour le gouvernement du Québec, de 9 à 16 milliards par année de pertes. Et pour le Canada, 75 milliards. À l'époque, sur le document, il montrait 40 milliards pour la France. Mais les journaux, en ce moment, en France, ils parlent de 100 milliards d'euros. Donc, ensuite... juste parce que des milliards, là, ça ne dit pas grand-chose au monde. Ouais, mais il faut savoir ce que c'est qu'un milliard. D'abord, 1 milliard, c'est la gratuité universitaire. Bon, alors ça, c'est une façon de voir la chose. Souvenez-vous que le stade olympique à Montréal, en 1970, en dollars de 70, il coûtait $1 milliard. OK? Souvenez-vous que le CHUM et le CUSUM, c'est 2 milliards et des poussières chacun. Les mesures d'austérité... Et 16 milliards de dollars, là, vous vous rendez compte? C'est 4 grands hôpitaux majeurs par année. Qui se cumulent avec les années. Ben c'est ça. Puis qui ne revient pas dans l'économie québécoise. Même si c'était juste 2-3 milliards, ça équivaut aux mesures d'austérité à peu près du gouvernement libéral là, durant leur dernier mandat. Et moi-même, j'ai été en contact avec des gens du... Ouvrez la porte, monsieur. Oui. Moi-même, j'ai été en contact avec les gens du Canadian for Tax Fairness. Oui. Et eux, ils évaluent à 85 milliards les pertes pour le Canada. Mm-hmm. Moi, quand j'ai présenté, parce que en 2015, il y a eu à l'Assemblée nationale, il y a eu la Commission des finances publiques qui a fait des auditions pendant 1 année et demie sur la problématique des paradis fiscaux. J'ai utilisé la technique du Tax Justice Network à Londres pour faire mes propres évaluations en fonction de l'économie au noir et par rapport au PIB. Puis j'arrivais pour le territoire du Québec à 16 milliards, mais pour les 2 paliers de gouvernement. Puis pour le Canada, 110 milliards par année pour les 2 paliers de gouvernement. Donc les pertes sont immenses. Alors si on retourne à la CAQ... donc, on a des... Alors, la CAQ, le bureau BCF, là, c'est M. Charpentier, c'est Maître Charpentier, et c'est lui qui avait ouvert cette filiale à la Barbade. Pourquoi la Barbade? Ben, la Barbade, parce qu'ils ont des avantages au niveau fiscal. Là. Il y a des ententes, il y a des conventions que le Canada a signées aussi. Alors, donc, le Canada, en signant une convention fiscale avec la Barbade, s'est trouvé à accepter le principe que des entreprises, des particuliers peuvent aller mettre leurs avoirs dans des endroits où fiscalement c'est plus avantageux et qu'il n'y a pas de doublement d'imposition. Alors, c'est quand même incroyable. Laissez-moi rajouter ceci, là, juste à propos de la Barbade. Le fameux cabinet BCF Charpentier a éventuellement vendu. En 2017, à Denton. À Denton. Ouais. Mais il faut savoir que le cabinet Denton, là, c'est un cabinet qui est très proche, encore une fois, de Power Corporation.
Ah, okay. Ça, vous me l'apprenez. Oui. Et le cabinet Denton, un des associés, c'est Jean-Claude Bachand, le frère de l'ancien ministre des Finances Bachand, libéral. Okay. Qui est chez Denton et qui était chez BCF. Il est chez Denton et Bachand a siégé pendant des années. En fait, il a siégé même si ma mémoire est fidèle, il a siégé au conseil d'administration de la Caisse de dépôt. Okay. Et il représentait les intérêts Power au sein de la Caisse de dépôt. Et je veux dire, c'est scabreux, incestueux au bout. Oui, oui. Puis à la fondation de la CAQ, BCF a été pris à faire du financement sectoriel, oui. Où il y a 40 avocats qui ont donné le maximum qui était légal. Ensuite, si on regarde le parcours de François Legault... ça, c'est important. Ceux qui militent contre les paradis fiscaux reprochent à 4 firmes d'audit internationales de faire les montages pour les entreprises qui leur permettent de faire du prix de transfert. Là-dedans, il y a Pricewaterhouse, il y a Deloitte et il y a Ernst & Young. Il y en a 4. Ils les appellent les Big Four. Oui, c'est ça. Alors, François Legault, qui se targue souvent d'être un comptable agréé. Un comptable très, très compétent, a commencé sa carrière chez Ernst & Young en 78, puis il a terminé comme chef d'équipe pour cette firme-là qui faisait des montages, en fait, pour aider des multinationales à ne pas payer d'impôts ou à réduire leur... Alors, c'est François Legault qui, innocemment, là, aujourd'hui, a mis en cause la déclaration d'avoir de Philippe Couillard en disant qu'il avait noté qu'il y avait une provision pour impôt latent. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Ouais. Il dit, écoutez, ça fait longtemps que je n'ai pas touché à ça, mais hey, nous prend... Mais j'ai quelque chose de plus par rapport à M. Legault. C'est que en 2012, moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Et à l'époque où je militais pour le réseau pour une justice fiscale, il y avait l'Australie qui était actif pour la France aussi, pour passer les projets de loi. Mais moi, j'ai découvert qu'en fait, les régions en France étaient plus efficaces que l'État central pour lutter contre les paradis fiscaux, parce que les départements, ils empruntent aux banques, il y a les contrats publics. Alors, les départements ont commencé à agir en France. Ils se sont fait soutenir par un projet de loi de l'Assemblée nationale. Et dans un échange avec M. Legault, je lui dis, il dit, il dit, de toute façon, les paradis fiscaux, le Canada peut rien faire, ça se fait par un accord international, c'est parler dans le vide. Mais j'ai dit, M. Legault, j'ai dit, les régions en France agissent et ils sont très efficaces, et je lui mets le lien sur l'article de l'ONG en France. Et paf, je suis bloqué. Je fais partie des très nombreux Québécois qui ont été bloqués. Donc, j'ai pas pu faire le débat avec lui. Donc, il a travaillé pour une de ces firmes d'audit-là, qui est responsable de... Puis ensuite, il a été vice-président aux finances d'Air Transat. Ouais. Et puis, comme vice-président des finances Air Transat, il s'est arrangé pour que l'entreprise paie le moins d'impôts possible. Oui, il y a des filiales qui ont été ouvertes. Puis moi, j'ai été voir le rapport annuel, le dernier rapport annuel sur 19 filiales. Il y en a 11 qui sont dans des États considérés comme des paradis fiscaux. Mais on peut pas... Tant que le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada force pas les entreprises à faire dans leur rapport annuel à dévoiler leurs résultats pays par pays, nombre d'employés, profits, impôts payés, il est impossible de voir... le portrait véritable. Non, parce que ça peut, à la Barbade, ça peut être une boîte à mal. Là, je veux dire, c'est une boîte à mal. C'est ça. Donc, Air Transat, ils sont à la Jamaïque, à la Barbade, République dominicaine, Pays-Bas. Et ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est qu'il y a une compagnie qui porte un nom Barbade dans Air Transat, mais qui n'est pas à la Barbade, qui était aux Pays-Bas, qui est enregistré aux Pays-Bas. Ça, j'ai trouvé ça assez particulier. Non, c'est parce que les Pays-Bas ont une législation
très tolérante pour l'évitement fiscal. Oui, mais le nom de l'entreprise s'appelait Barbade. Elle aurait pu rester à la Barbade, là aussi. Non, pas besoin, pas nécessaire. Vous pouvez vous appeler, je ne sais pas moi, Air Transat, Québec, et puis vous incorporez une compagnie, puis ça va être NV, OK, une compagnie en Hollande. Oui. Mais tout ça pour dire que dans le parcours de M. Legault, son propre parcours professionnel, il y a des doutes par rapport à son sens de la justice fiscale. Écoute, on va être plus large, là. Il y a des sérieux doutes sur son sens de la justice sociale et des doutes qui, après qu'on regarde ce qui s'est passé avec la Caisse de dépôt et son comportement dans cette affaire-là, des doutes carrément à son éthique et son intégrité. Oui. Puis... Il faut appeler les choses par leur nom à un moment donné, là. Ouais. Alors, on a BCF, on a la famille Desmarais chrétiens, avec Lombard-Odier d'Arienche. Oui. On a François Legault, puis il faut rappeler que... Charles Sirois, Télésystème. Il faut rappeler qu'il y a eu du financement sectoriel chez Ernst & Young en même temps que chez BCF. À la fondation de la CAQ, il y a des gros bonnets de Ernst & Young, des patrons qui sont au top de la hiérarchie d'Ernst & Young qui ont contribué. Ensuite, à tout ça s'ajoute le conseiller spécial qui a été recruté par François Legault, Mario Carpentier, qui était l'ancien chef de cabinet de Robert Bourassa. Je signale en passant, et puis votre nom là me fait réveiller ça, mais celui qui était encore tout récemment le représentant du Québec à New York, il s'appelait Jean-Claude Lauzon, et il était lui-même issu du cabinet Ernst & Young. Ah oui. Hein? Il n'y avait pas de lien avec le réalisateur, notre défunt. Donc, en 2012, François Legault fait appel à l'ancien chef de cabinet de Robert Bourassa pour le conseiller. Mario Bertrand. Mario Bertrand, je m'excuse. Et là, dit l'abrasif. L'abrasif, qui a un parcours dans le milieu des affaires incroyable, et qui réside à Monaco. Oui. Alors là, je me suis dit, sympathique. Et si vous lisez mon livre sur François Legault et Charles Sirois, vous allez comprendre le rôle qu'a joué Mario Bertrand auprès de Charles Sirois pour obtenir, par exemple, des contrats invraisemblables en Roumanie, en soudoyant littéralement les fonctionnaires et en utilisant même les services d'un sénateur canadien qui s'est prêté avec son mandat diplomatique à des transferts de fonds illégaux vers la Roumanie, vers certaines personnes. Puis il faut savoir que depuis la fondation de Télésystème, l'entreprise des Sirois, ils ont fait pour 22 milliards de transactions. Donc des transactions absolument fantasmagoriques au Brésil. Si on revient avec le lien de LODH, moi j'ai travaillé chez Ferrier-Lulin, nous on avait juste des clients particuliers, alors que LODH avait des particuliers et de l'institutionnel, donc des multinationales, des entreprises. Alors la question est de savoir si M. Sirois, étant si près de M. Patrick Audier, travaillé dans le cadre de ces entreprises avec LODH pour faire des montages à l'étranger pour... la question se pose. Et attendez, ça va plus loin que ça, parce que Charles Sirois est devenu, a siégé pendant plusieurs années comme membre du conseil d'administration de la Banque impériale de la CIBC. Et également... Il participait à un fonds aux États-Unis, le fonds Carlyle, où on retrouvait parmi les gestionnaires le frère de Nicolas Sarkozy, tiens, drôle, bizarre, OK? Qui est assez particulier aussi, là. OK, bon, hein? Et vous voyez, là, toute comment dirais-je, la nébuleuse. Mais la nébuleuse, elle s'est conclue quand j'ai découvert... je me suis un peu plus intéressé à Télésystème
et que je découvre qu'au moment où Télésystème décide d'avoir des activités à l'international dans les années 90, qui est-ce qui nomme pour les représenter à l'international? Mario Bertrand. Ben oui. Alors, on a vraiment une nébuleuse autour des gens importants de la CAQ qui font partie de l'industrie, qui permettent à des gens fortunés, à des multinationales, des grandes entreprises, de faire des fuites fiscales gigantesques et je prends la peine de souligner que Lucien Bouchard est au cœur de tout ça. Alors, c'est pour ça que moi, ce que je trouve assez scandaleux, c'est que on est dans une campagne électorale où tout le monde fait leurs annonces, on a vécu les périodes d'austérité. Quand on sait les sommes en question que les Québécois perdent, qui peuvent aller pour le système de santé, mon père il a attendu 2 ans pour avoir une opération qui était très urgente, là. C'est révoltant que ce débat-là sur les paradis fiscaux soit évacué. C'est trop important parce que si le gouvernement du Québec s'y attaquait, parce que le gouvernement du Québec a au niveau, je relisais ça tout à l'heure, au niveau des conventions fiscales, il a la possibilité de ne pas reconnaître les conventions fiscales canadiennes. Et je veux dire, à travers tout ce qu'on dit, là, c'est ça qui permet de comprendre pourquoi il était si important pour l'Empire Power, l'Empire des Marais, de contrôler les médias, la presse. Hein? Ah oui. Mais alors, le gouvernement du Québec a une compétence sur les conventions fiscales internationales que le Canada a. Il peut refuser de les reconnaître. Ensuite, le gouvernement du Québec a le pouvoir de faire une loi pour forcer les entreprises à faire des rapports pays par pays. Le gouvernement du Québec, dans le rapport que présenté Alain Deneau à la même commission où moi j'ai été présenté mon rapport, le gouvernement du Québec a le pouvoir de taxer, d'imposer des particuliers, des entreprises, peu importe où ils se trouvent. Même si vous êtes à la Barbade, la loi constitutionnelle de 1867 donne ce pouvoir-là au Québec. Donc, il y a une possibilité d'agir. Et le Canada, c'est un cancre au niveau de la lutte à l'évasion fiscale, surtout pendant la période, avec Trudeau aussi, mais avec Harper, qui était maqué avec KPMG. Une des pires opérations fiscales de ce genre à s'être jamais produite, ça a été celle de la famille Irving, qui est parvenue, avec la bénédiction des autorités fédérales, à transférer à l'abri de l'impôt canadien tout son patrimoine aux Bermudes. Oui, durant les années Harper, ils ont signé plein de conventions fiscales avec... C'est ça. Et aussi, dans le budget 2010, il y avait une mesure qui faisait que si vous vous déteniez des actions et que votre acheteur réside dans un paradis fiscal, et alors, avec cette mesure-là, le gouvernement Harper permettait aux gens de vendre sans payer d'impôts. Donc, puis là, ça, c'est sans compter que... Et encore une fois, on note que ces mesures-là n'avantagent que ceux qui ont un patrimoine important. Oui. Donc, sur le plan de l'équité fiscale, ça pose de sérieuses questions. Ça pose des questions au niveau compétitivité pour des petites entreprises qui n'ont pas recours à... Quand ils ont des Walmart et des compagnies qui viennent écraser dans les villages toutes les petites entreprises. C'est ça. Eux, ils bénéficient en payant pratiquement pas d'impôts, alors que les gens, les entrepreneurs ordinaires, eux, doivent payer l'impôt. Et 2 autres points, c'est qu'avec l'arrivée de Harper, on a transformé tout le secteur minier pétrolier en paradis fiscal. C'est-à-dire que non seulement on a donné des subventions, mais ils sont imposés à environ 4%. C'est le casino. Oui. Et la deuxième chose qu'on ne sait pas, c'est que maintenant le Canada est dans les évaluations d'opacité, est considéré comme un paradis fiscal. Et Montréal et Halifax,
et sont considérés comme 2 centres où il y a énormément de professionnels, comme on vient de mentionner, qui aident ces entreprises-là à aller à l'étranger pour payer moins d'impôts. Juste à Montréal, il y a quelques années, là, c'était la mode de parler de créer des centres financiers internationaux à Montréal. Hein? C'est dans les années fin des années 80, début des années 90. Et là, c'était vraiment là, une invitation, littéralement, à la débauche. OK? Et Halifax, comme vous le dites, a profité de la même chose. C'est un grand centre. Ouais. Le gouvernement aurait aussi une capacité. L'autorité des marchés financiers émet des droits d'exercer une activité commerciale au Québec ou au Canada. Quand on sait, par exemple, dans mon papier, la banque Julius Baer, qui est une banque zurichoise qui a acheté Ferrier-Hulin, mon ancien employeur. En passant, Julius Baer, le premier scandale de Wikileaks qu'ils ont sorti, ça concernait cette banque-là. Or, quand la Ville de Montréal a organisé le tour de formule électrique, qui était le partenaire principal? Julius Baer. La banque Julius Baer. Et qu'est-ce qu'on fait en marketing? Parce que moi, j'étais au marketing dans ces banques-là. On envoie nos gestionnaires à l'événement pour aller chercher des clients. Donc, cet événement-là qui était galvanisé, tout ça, a servi à contribuer à ce qu'il y ait plus de fuite fiscale au Québec. Avec la complicité de la Ville de Montréal, je veux dire, et du maire Coderre. C'est ça. Donc, c'est... Surtout du maire Coderre. Oui. Il faudrait que le gouvernement ait un genre de système de cotation sur les professionnels comptables, fiscalistes, pour évaluer ces gens-là, pour qu'il y ait une certaine transparence sur leurs activités. Je l'avais présenté dans mon mémoire en 2015, série de choses que le gouvernement du Québec peut faire, et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Donc, c'est inconcevable que ça ne fasse pas partie du débat électoral actuel, puis que dans quelques jours, les Québécois, on leur promet plein de choses sur les files d'attente dans les hôpitaux. Les Québécois vont aller voter en pensant que il n'y en a pas d'argent. Alors qu'il y en a de l'argent. En fait, on leur fait croire qu'ils sont nés pour un petit pain. Oui. Hein? Et puis, le pire, c'est qu'ils le croient, ils acceptent, et puis ils se soumettent. Ça, compte tenu de ce que vous venez de révéler tous les deux ce soir, là, c'est absolument renversant qu'on en soit là, alors que l'information est là. La preuve, c'est que vous êtes là. Puis, juste en terminant, pour comprendre l'importance, à quel point c'est un cancer mondial, les paradis fiscaux, c'est très facile d'aller voir les montants que ça représente, parce que les cabinets d'audit font à chaque année des rapports annuels sur la situation du marché de la gestion de patrimoine et de fortune. Oui. Le dernier de Ernst & Young évalue actuellement le marché à 55 000 milliards. Et qu'à cause de l'arrivée de Trump, du Brexit, du contexte international, ils disent que le marché dans 2 ans va passer de 55 000 milliards à 70 000 milliards. Ça, c'est au niveau international, là. Et ça, il faut comprendre que c'est de l'argent qui, normalement, devrait participer à redistribuer la richesse. Hein? Ouais. C'est de l'argent à redistribuer qui s'en va essentiellement et qui s'accumule dans les poches des plus riches. Parce que ces gens-là qui ont fait fortune, comme avec Air Transat, c'est les fonds des travailleurs de la FTQ qui a permis de sauver cette entreprise-là pour qu'elle existe encore. Ben oui. Mais tous ces gens fortunés, M. Sirois, il a bénéficié de l'aide fédérale à l'époque du début. Il a obtenu Télésystème pour une... En fait, c'est Téléglobe Canada qui l'a réussi. Brian Mulroney lui a fait un cadeau avec Téléglobe Canada. Il a converti ça dans Télésystème. Il a fait... Puis, le pire, c'est que Télésystème est un énorme fiasco sur le plan financier. Il s'est perdu dans des affaires folles au Brésil et... il est parvenu à vendre ça
à un prix de fou à Bell Canada, qui a découvert 2 ans plus tard qu'il s'était fait rouler de 2 ou 3 milliards de dollars. Parce qu'on est fiers d'avoir un Québec Inc. puis des entrepreneurs. On peut être fiers que le Cirque du Soleil a décollé avec l'aide du gouvernement du Québec. Mais quand ces gens-là réussissent, c'est la moindre des choses qui redonne au système qui leur a permis de réussir. Et c'est ça que je trouve... Révoltant. Révoltant. Je m'excuserai de vous avoir mis le mot dans la bouche, mais je veux dire, ça correspond à mon propre sentiment. Puis, juste pour terminer, on parlait de la Banque Lombard-Odier d'Harry Hench. Juste pour terminer, pour montrer à quel point c'est une banque qui n'est pas négligeable et que les liens sont avec le Québec, cette banque-là a 323 milliards de dollars canadiens en actifs sous gestion, avec 2000 employés. Et les premiers bureaux qui ont ouvert, c'est à Montréal, puis ils sont branchés avec... Pensez-y, là, 323 milliards d'actifs canadiens sous gestion. Et d'actifs de plusieurs pays, là, mais c'est en dollars canadiens. En dollars canadiens. C'est 323 milliards. C'est pas n'importe quelle institution. Non, c'est énorme. Et, puis je voulais terminer, moi, quand j'ai... Ça fait 3 fois. Moi, je vais terminer là-dessus. Je devais être engagé par la Banque Lombard-Odier d'Harry Hench. Et j'ai fait 6 heures d'entrevue en 2000. Tout allait très bien. Et j'ai passé devant le directeur de l'informatique et ce qui m'a surpris, c'est qu'il me demande c'est un Suisse allemand. Ceux qui connaissent les Suisses allemands, ils savent que c'est un peu très sec. Il m'a demandé c'était quoi ma position à l'égard de la souveraineté du Québec. Alors moi, pour faire un site Internet puis un intranet, je voyais pas le rapport avec le poste. J'ai dit que j'étais favorable, mais en revoyant tout ce que je vous raconte, je sais qu'en tant que web éditeur, j'aurais eu des droits administratifs, accès aux ordinateurs de mes collègues, et j'aurais pu partir avec, comme le fait Falciani, avec une liste de Canadiens, ce que je n'ai pas fait. Mais disons que la question qui m'avait été posée, si j'étais souverainiste ou fédéraliste, c'était probablement parce qu'on savait que chez Lombard-Odier d'Harry Hench, il y avait beaucoup de clients canadiens. Puis qu'il fallait surtout pas qu'il y ait le moindre risque. Alors, écoutez, je vous remercie énormément de votre participation à tous les deux. Écoutez, vous avez tellement de choses à dire que c'est pas impossible que je vous redemande de revenir. Et je suis sûr que nos auditeurs ont trouvé ça extrêmement instructif. Autant que moi, j'ai pu le trouver quand j'ai pris connaissance de vos déclarations respectives. Et voilà, on va faire une courte pause de façon à vous revenir avec l'actualité internationale dans quelques minutes. Merci. OK. Action. Alors, Gilbert Thibodeau, bonsoir. Ça me fait plaisir, M. Lehir. On se voit lundi. On se voit lundi, le soir des élections, à 19h30 ou vers 19h30. Et on va avoir le plaisir de vous présenter tous les deux la soirée électorale. On aura également 2 autres jeunes participants qui nous assisteront. On va faire le tour des 125 comtés. On va faire le tour des 125 comtés. Au fur et à mesure. On va faire... à notre échelle à nous, et aussi bien qu'on est capable, et en espérant que ce soit même mieux, ce que font Radio-Canada et LCN. Ah, que ça serait bien. Ça serait pas mal, hein? Ben oui. Alors, on vous convie à ça, et puis, restez à l'écoute.
Alors, rebonsoir, mesdames, messieurs, mesdemoiselles aussi. Je vous rappelle que c'est l'édition du 26 septembre 2018 de Point de bascule, que nous avons fait une première partie qui était passablement longue. La deuxième va être un peu plus courte que d'habitude. Et on va tout de suite aborder le premier sujet, qui est celui de l'effondrement de l'Empire américain. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur la scène internationale, les observateurs devenaient de plus en plus conscients depuis quelques années là, de l'affaiblissement de la puissance américaine. D'ailleurs, je veux dire, il faut être très conscient que le premier à avoir souligné la perte d'influence des États-Unis, c'était l'ancien conseiller économique du président Obama, premier mandat, Larry Summers, qui a été par la suite recteur de l'université Harvard. Et Larry Summers, qui avait été également sous-secrétaire au Trésor dans les années 1990 et que j'avais eu l'occasion de rencontrer moi-même à Washington quand j'étais président de l'Association des manufacturiers. Paul Kennedy aussi, avec son livre dans les années 90, « Naissance et déclin des grandes puissances ». Oui, évoquer cette possibilité-là. Oui, c'est un ouvrage majeur. Majeur, effectivement. Et donc, la réalisation, la conscience de cet effondrement est en train de se répandre. Et on le voit de façon très concrète dans l'apparition sur des sites américains d'analyse. C'est toujours été... les Américains ont toujours été les derniers à reconnaître leurs propres problèmes. Ils ont comme une difficulté à accepter qu'ils ne soient plus the biggest and the best. Mais Trump joue un rôle très dangereux. C'est que la consommation américaine a été financée pendant longtemps par la Chine. Oui. Et le jour où les consommateurs chinois vont être aussi importants que les consommateurs américains, ils vont arrêter de soutenir la dette américaine. C'est déjà commencé, là. C'est ça, là. Alors, on voit tout de suite que la puissance américaine est littéralement en chute libre. Et alors donc, je revenais à Larry Summers. Il avait dit au moment du premier mandat d'Obama, ce qui remonte quand même à une dizaine d'années maintenant, il avait dit « Pendant combien de temps pensez-vous que les États-Unis vont pouvoir demeurer la première puissance tout en étant le premier débiteur? » Et là, il soulignait la gravité pour les États-Unis de se placer dans une position de débiteur mondial, endetté au niveau qu'ils le sont. Et cette dette ne fait qu'exploser. Ils sont plus endettés que la Grèce et exactement. Il ne faut jamais oublier que lorsqu'on calcule la dette d'un pays, il faut considérer la dette des États eux-mêmes, la dette dans le cas des États-Unis, des États, la dette des collectivités locales, la dette des collectivités privées et la dette des particuliers. C'est ça, et la situation aux États-Unis à l'heure actuelle est pire que ne l'était celle de la Grèce il y a quelques années. Alors, à un moment donné, ça va s'effondrer, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Banque fédérale a commencé à remonter les taux d'intérêt. Et même encore aujourd'hui, immédiatement, qu'est-ce qu'on voit? C'est une chute de 70 points sur le Dow Jones. OK? Et ça... ils en sont rendus là. Puis, ça se répercute sur le plan international parce que le respect pour les États-Unis est en train de tomber. Hier, Trump s'adressait à l'Assemblée générale des Nations unies. Oui. Il a essayé de vanter ses résultats. C'est la rigolade. Et ça a été la risée générale. Il y a 15 ans, 20 ans, ça aurait été impensable, une chose pareille. Et pourtant, ça se produit maintenant. C'est sûr que vous allez me dire que la personnalité de Trump invite un petit peu à ça, mais c'est plus profond que ça. Il faut comprendre que Trump, c'est pas la cause, c'est un symptôme. OK? Oui, c'est un symptôme de ce qui se passe. Depuis longtemps. Depuis longtemps. OK? C'est un aboutissement qu'on est en train de vivre, là. Puis avec lequel Trump n'a absolument rien à voir. OK? Alors, ça, c'est en train de
de jouer des mauvais tours aux États-Unis. Également, il y a les divisions internes qui n'ont jamais été plus grandes que ce qu'elles sont à l'heure actuelle. Alors là, en plus, là, il y a des folies comme l'affaire de la ratification de la nomination du juge Kavanaugh à la Cour suprême qui est en train de sombrer dans le vrai délire, là. Et tout ça parce que le processus a été saisi par la frénésie féministe du MeToo, là. Oui, puis il y a aussi le deuxième au ministère de la Justice, là, qui a eu des Rosenstein. Oui, qui carrément remettant en question, a essayé de trouver une façon pour destituer... pour Trump. OK. Alors, bon, là, ils sont censés, d'ailleurs, Rosenstein et Trump, là, se rencontrer demain. Pour savoir la suite de l'enquête Mueller. Pour voir de quelle façon ils vont régler ça. Bon, mais donc les États-Unis, là, pour employer une expression américaine, they're a real basket case. Là. Ils font dur, pour employer une expression québécoise. Alors, voilà. Ensuite, on passe maintenant aux événements qui sont sur la large sur la scène internationale. Là. Évidemment, ce qui se passe en Syrie, là, ça demeure encore extrêmement d'actualité à cause de l'acuité de l'affrontement et du risque de conflagration qui est associé. On a vu qu'il y a eu comme un retrait de la part des Russes qui ont accepté de se plier ou d'accommoder les besoins de la Turquie en raison de la présence aux frontières de la Turquie de terroristes qui, s'ils étaient poussés, se retrouveraient sur le territoire turc avec tous les risques que ça ferait peser sur la stabilité de l'État turc. C'est la région kurde. Oui, c'est la région kurde, mais ça va plus loin même que la région kurde. Parce que parmi les gens, les terroristes qui sont présentement dans la région d'Idlib, là, dans le nord, il n'y a pas que des Kurdes. Il y a tous ceux qui ont été repoussés, reflués à partir de Daesh. Là, on parle d'hystériques, des fous, là. Oui. Okay? Il y a tout le jeu de puissance entre l'Iran, l'Arabie saoudite, dans la région. Dans la région qui en plus. Et puis, le jeu aussi avec Israël, il ne faut pas se le cacher. Ouais. Hein? Alors, bon, justement... donc, Assad, à l'heure actuelle, est en bonne position. Il est en train de reconquérir littéralement le territoire. Et la Russie a fixé à la Turquie une échéance qui est aux alentours du 15 octobre pour régler son problème avec arriver à nettoyer la zone frontalière à risque. OK? Mais il n'est pas certain que la Turquie réussisse et il n'est pas certain que les Russes reportent indéfiniment l'attaque qui avait été prévue contre Idlib. Il faut comprendre que pour les Russes, c'est pas juste une question d'aider la Syrie, c'est également une question de sécurité intérieure. Parce que ces terroristes-là, souvent, il y a des Tchétchènes, il y a des gens qui vont se retrouver sur le territoire russe et qui vont déstabiliser le territoire russe. Il y a ça, puis il y a aussi la stratégie Poutine qui est très... À toutes les années, il met des pions supplémentaires, il consolide. C'est un génie. Il faut comprendre la façon dont il joue la partie, et pour lui, c'est une partie d'échecs. Ouais. Et pour lui, une partie d'échecs, ça se joue mouvement par mouvement. C'est pourquoi il refuse de se laisser piéger dans une stratégie qui l'obligerait à tout risquer, tout jouer en même temps. Monsieur, j'ai un livre sur une biographie de M. Poutine. C'est un adepte du judo. Oui. Et toute la philosophie du judo, il l'applique dans... C'est ça. Lui, son jeu, c'est de chercher à surmonter son adversaire en le déstabilisant. C'est son jeu continuel. En plus, il a une autre stratégie qui est celle du rochet. Je veux dire, à chaque fois qu'il pose un geste, c'est un clic. Puis on revient jamais sur un geste qui a déjà été posé. OK? Donc, il est constamment en progression et ça donne les résultats qu'on voit. Puis les attaques aussi à la démocratie, là, avec les réseaux sociaux des États occidentaux. Voilà. Alors,
au cours des derniers jours, il s'est produit un événement important. Il y a eu un appareil militaire russe, un Ilyushin 20, qui transportait 20 spécialistes de la guerre électronique, des gens qu'on ne remplace pas facilement. J'ai lu un rapport ce matin de l'armée russe qui dit que c'est des gens qu'on n'arrivera pas à remplacer avant 5 ou 6 ans. En termes de compétences. Oui. OK? Parce que tellement ça prend de temps pour former ces gens-là. Donc, c'est une perte qui excède bien davantage. C'est des gens qui faisaient du renseignement? Oui. Okay. Et puis qui s'en allaient à la base militaire de Mémine, là, russe en Turquie, là, la base de l'aviation russe en Turquie. Alors, celle qui est constamment visée par des drones qui viennent du nord, là. Et le soir où on a annoncé la fameuse entente entre Erdogan et Poutine sur le désengagement, la façon dont allait être réglé le cas d'Idlib, l'Israël a lancé une attaque de missiles et à l'occasion de cette attaque-là, ils se sont, par missile et en avion, ils se sont cachés, ils ont utilisé le profil plus large de l'avion russe sur les écrans radars pour se cacher en arrière. Et c'est la DCA syrienne qui a abattu avec des missiles S-200 qui étaient un peu moins sophistiqués. Un excellent livre à lire, c'est L'histoire secrète du Mossad de Gordon Thomas. Oui. Sur l'histoire des services de renseignement, c'est une perle. C'est ça. Alors, c'est donc les Israéliens là, se sont fait prendre à leur jeu et la conséquence pour eux est extrêmement grave parce que l'armée russe n'a pas apprécié du tout ce qui s'est passé et a même forcé la main un petit peu à Poutine pour qu'il fasse en sorte que l'armée russe ne soit plus piégée comme elle l'a été dans cette affaire-là. Et donc, la Russie va fournir d'ici 2 semaines, et il y en avait déjà là, qui étaient en place, des missiles S-300, mais pas juste des missiles S-300, tout le dispositif électronique qui va être jumelé avec le dispositif russe de façon à interdire l'espace aérien syrien au complet, à la fois à Israël et aux États-Unis. Puis il faut comprendre que l'armement russe, depuis Poutine, eux, ils ont tout mis à jour, leur armement. D'une façon spectaculaire. Tandis que Obama, ça a commencé au cours de son dernier mandat. Il renouvelle les flottes de la Deuxième Guerre mondiale. Même avant ça. Je me souviens que dans le milieu des années 90, il y avait eu un gros débat aux États-Unis sur le renouvellement de la flotte des avions qui servaient à faire le ravitaillement en vol des chasseurs bombardiers américains. Et l'armée américaine, l'aviation américaine avait choisi comme fournisseur Airbus parce que sa technologie était plus avancée que celle de Boeing. Ça avait créé un gros branle-bas de combat aux États-Unis, mais sur le plan politique. Et finalement, l'armée américaine avait dû, à contre-cœur, faire affaire avec Boeing tout en sachant fort bien qu'elle se trouvait à accepter un équipement qui était déjà désuet. Mais juste l'aviation américaine, là, un article que j'avais lu il y a quelques années, 60% de l'aviation est critique au niveau de mécanique, là, selon les experts. Donc, c'est urgent pour... Donc, la Russie a pris des longueurs d'avance sur les Américains. D'une façon extraordinaire. Et d'ailleurs, justement, l'armement russe, là, il a fait des bonds de géants. Et à l'heure actuelle, c'est sur des sites
qui sont spécialisés, même des sites américains. On reconnaît bien humblement... Ils viennent de sortir une nouvelle Kalachnikov qui paraît... Bon, ça, c'est rien. Ça, c'est... Mais il y a encore un missile énorme là, qui vient d'être testé, qui vole à surface de l'eau, qui est indétectable et qui est capable de couler un croiseur. Un seul missile. OK? Et puis, maintenant, ces missiles-là sont ciblés parfaitement. Autrement dit, il n'y a plus de ratage. Ils ont sur 8 missiles lancés, ils ont 8 fois touché la cible. Et ces armements-là vont être mis à la disposition de l'armée russe dans les mois qui viennent. Alors, les Américains voient ça arriver et à l'heure actuelle, les gens qui font des évaluations réalisent que sur le plan de la technologie de l'armement, les États-Unis souffrent d'un retard de 20 ans. 20 ans, c'est pas rien. Et pire, c'est que ça coûte aux Russes 1/10 de ce que ça coûte aux Américains à cause de la corruption du système américain. Autrement dit, avec 10 fois moins d'argent, les Russes, à l'heure actuelle, obtiennent 10 fois mieux que ce que font les Américains. Il y a l'espionnage industriel aussi qui permet... il y en a beaucoup été question à une certaine époque, il y en est moins question maintenant. Mais juste à l'époque où j'étudiais en stratégie militaire, en 1995, on nous disait que la Chine avait 15 années d'avance dans la technologie spatiale sur les Américains. Parce que les Chinois, les technologies sont développées aux États-Unis et les Chinois vont chercher vont copier, vont faire des vols de technologie. Ouais. Ici, il y avait un métal qui était développé dans le nord, dans les Laurentides, et il y avait engagé des Chinois qui ont réussi à sortir des fragments du métal avec des cravates aimantées. C'est dans le livre de Fabrice de Pierrebourg sur l'espionnage au Canada. Oui. Alors, bon, la technologie russe, là, elle est en train de... Puis les Chinois font pareil. Alors, on voit, là, à l'heure actuelle, que la menace, que la puissance militaire américaine, là, est littéralement contestée. Et que, quand bien même ils ont encore une supériorité en armement stratégique atomique, je veux dire, l'arme atomique, là, on ne l'utilise pas n'importe comment, ni à n'importe quel moment. OK? Et les Russes sont capables de faire infiniment plus de dommages sans même qu'on en vienne aux armements nucléaires avant ça. Hein? Et dans des délais qui sont rendus maintenant là, invraisemblablement courts. Puis au niveau nucléaire, là, le plus grand danger au niveau international, c'est le contrôle de ces armements-là, que des matières soient pas pour faire des bombes sales, qui ne soient pas rachetées par des groupes terroristes. C'est ce qui est le plus dangereux actuellement avec les armes nucléaires. Oui, tout à fait. Alors, bon, il reste le dernier sujet là, qu'on avait au programme pour ce soir. C'est évidemment la situation dans laquelle se retrouve Mme Theresa May, alors que son plan de Brexit a été rejeté, qui est déjà très fortement contesté à l'intérieur du monde politique britannique, mais qui a été rejeté par l'Europe. Et Mme May est toute surprise, et alors ça risque fort de provoquer une élection en Grande-Bretagne assez rapidement, et même provoquer une sortie de non négociée, parce qu'il y a une échéance qui est prévue pour 2019, du Royaume-Uni, de l'Union européenne, et dans des conditions qui vont être extrêmement négatives pour j'imagine le Royaume-Uni. La réaction en Écosse. Voilà, ça aussi. Alors, écoutez, on a eu un programme assez chargé ce soir. Oui. On vous remercie de votre présence et on vous souhaite une bonne semaine et revenez-nous la semaine prochaine. On se parlera évidemment, bien sûr, des résultats de l'élection générale qui aura eu lieu le lundi. Bonne semaine.